Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bien non, cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 1-0 face au Havre. Victoire très importante au regard des résultats du week-end. Ces résultats qui, pour certains, sont positifs pour nous, notamment défaite de Monaco et match nul de Strasbourg. Et puis, devant nous, tout le monde a gagné. Donc évidemment, voilà, il fallait absolument s'imposer, déjà pour conserver notre 5e place et ne pas être trop décroché du top 4. 5 points quand même, plus un goal average, on va dire un goal average très défavorable. Donc voilà, le métier a été fait, ça n'a pas été brillantissime, mais bon, il faut aussi placer ce match dans son contexte. On a vu jeudi, face aux Go Ahead Eagles, que beaucoup de nos joueurs sont épuisés, ils sont sur les rotules. Il y a encore un match de Coupe de France, mais dans lequel je pense qu'il y aura beaucoup de rotation. Donc, c'est pas facile, c'est pas facile. Le métier a été fait, même si on va le voir dans le déroulé du match, ça n'a pas été si simple que ça. Alors, on va passer d'abord, évidemment, avec la composition d'équipe et un retour aux sources. 4-3-3, on ne se pose pas trop de questions. Selon moi, c'est le système qu'on devrait tout le temps appliquer. Évidemment, ce 4-3-3, il a, je trouve, un énorme avantage par rapport au 3-5-2 qui a été aligné jeudi, c'est que vous mettez vos joueurs les plus efficaces, c'est-à-dire Pavel Schulz et Afonso Moreira, beaucoup plus haut sur le terrain donc quand Moreira a été piston. En plus, il a quand même moins de distance à parcourir. Et vous renforcez votre milieu de terrain. Donc, pour moi, je veux dire, on ne devrait même pas être surpris que le 4-3-3, ce soit le meilleur système pour notre équipe. On s'est mis des nœuds au cerveau avec une défense à 3. Alors que un bon vieux 4-3-3, ça fait le métier. Donc, on retrouvait Graves dans les buts. Attebourg, qui a remplacé donc Maitland-Niles, je trouve plutôt correctement. Notamment 2-3 fois, il se trouve en situation de faire des têtes sur le plan offensif, donc il apporte quelque chose de ce point de vue-là. Bon, après, il y a quelques bourdes aussi, mais bon, je dirais globalement, voilà, ça a été correct. Mata Niakate, Abner à la place de Tagliafico, Mera, Morton et Tolisso dans le milieu de terrain. Là aussi, 4-3-3 avec un Tolisso plus haut, je pense que c'est une bonne idée. Schulz, donc Satriano et Moreira. Alors le match a failli commencer très très fort, puisque dès la première minute, on a une superbe occasion. Et Satriano, la foire totalement. On va voir ça. Enfin, Satriano, on n'a pas envie de s'acharner sur lui. C'est un joueur extrêmement moyen, qui donne tout ce qu'il a sur le terrain, qui fait beaucoup de replis défensifs. Mais à un moment donné, je veux dire, faut quand même mettre la balle au fond des buts. Alors quand il a mis son doublé, moi j'ai dit, il ne faut pas croire que parce qu'il a mis un doublé, voilà, sa saison est lancée. Non, pas du tout. C'est un joueur moyen, il sera toujours moyen. C'est pas à 24 ans qu'il va se découvrir une âme de buteur, de serial buteur. Non, c'est un joueur moyen. Donc on va voir l'occasion. Donc suite à un très bon débordement de Tolisso, notre ami Satriano, alors j'ai perdu, voilà. Notre ami Satriano qui est ici. Vous voyez, le gardien est parti aux fraises. Le centre de Tolisso arrive d'ici et Satriano, il est tout seul ici. On va me dire, oui, quand même, il a 3 mecs devant lui. Ok, il a 3 mecs devant lui. Mais bon, il a de l'espace ici, il peut la mettre au sol ou à mi-hauteur. Les mecs, soit ils interviennent de la main, soit ils ne peuvent pas intervenir. Et on le voit en plus, alors qu'il est tout seul. Je ne vais pas remonter dans l'action parce que vous le savez, je ne peux pas montrer de vidéo, mais il est tout seul. C'est-à-dire qu'il a le temps. Il sait que Tolisso va lui mettre, il voit le ballon venir et il trouve le moyen de prendre une très mauvaise surface de la tête et il la fout sur la barre transversale. À un moment donné, écoutez les amis, s'il met ce but qui doit être marqué par un attaquant à peu près compétent,
bah, vous menez 1-0 dès la première minute et le match, il est totalement différent. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref. On va continuer sur le déroulé du match. Donc là, vous avez l'attaque momentum. Donc, gros début donc avec cette fameuse tête sur la barre. Ensuite, à la 9e minute, une action où on a l'impression qu'un joueur du Havre touche le ballon de la main alors que pas du tout. Il prend le ballon dans la tronche, etc. 5 minutes d'arrêt pour la VAR. Vous savez, si vous suivez la chaîne, je suis pour la VAR. Mais alors, l'utilisation qui en est faite, l'utilisation ou la non-utilisation, c'est catastrophique. C'est catastrophique. 5 minutes de VAR pour finalement conclure à ce qu'on a tous vu dès le premier ralenti. Non mais faut arrêter à un moment donné, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Bref, 12e minute, shoot dans les nuages d'Afonso Moreira. Bon, pourtant qui était en bonne position. Après, bon, il était sur son mauvais pied. Ça peut se comprendre. À la 15e, eh bien, relance extrêmement dangereuse de Greif qui se fait piquer le ballon. Bon, l'arbitre donne faute, mais bon, franchement, ça fait un peu peur. Et j'ai noté que sur la première demi-heure de jeu, on a l'impression que le match, il n'a pas commencé. C'est hyper haché. Donc, il y a les fameuses 5 minutes de la VAR. Il y a des fautes tout le temps, les mecs qui restent au sol, notamment ceux du Havre, etc. Donc, c'est hyper haché, l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Alors, il va se passer un truc à la 36e minute, puisque Tyler Morton a la très bonne idée de tirer le maillot, vraiment au vu au-dessus de tout le monde, sur un joueur qui tente une tête du côté du Havre, donc penalty. Heureusement, Dominic Greif arrête son 2e penalty de la saison, donc quand même ça nous a bien aidé. Faut dire aussi que le joueur donc, qui a tiré le penalty et le rate a tiré tous ses penaltys du même côté. Et il venait d'en rater un. Bref. Ce qui a été aussi un moment d'agacement, c'est à la fin de la mi-temps, puisque on nous donne que 4 minutes de temps additionnel. Rien que l'arrêt de la VAR a duré 5 minutes. C'est pas moi qui le dis, c'est la télé. Donc plus tous les arrêts de jeu, tout ça, machin, enfin bon bref, 4 minutes, c'est n'importe quoi. Et vraiment, mais on a des arbitres en France, donc je sais plus dans quel match où on se prend un but à la toute fin, on donne plus de temps additionnel que ce qu'il devait y en avoir, et là on donne que 4 minutes de temps additionnel. Enfin vraiment, c'est... Moi, j'ai une proposition, il faut faire, comme dans d'autres sports, vous arrêtez le chrono à tous les arrêts de jeu. Vous arrêtez le chrono. Alors, il faut peut-être descendre la durée de 45 minutes, je sais pas, à 40 ou... Mais voilà, vous arrêtez le chrono, comme ça, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de temps additionnel, il n'y a pas l'arbitre qui décide que... Non, voilà, le temps, c'est le temps, et si vous êtes au-delà du temps, c'est fini. Et si vous êtes en dessous du temps, c'est pas fini. Bref. Alors on commence très bien la deuxième mi-temps, je trouve, avec une équipe vraiment très dynamique, très intéressante. On a une première occasion à la 47e de Tolisso qui tire sur le gardien. Le Havre a une très très grosse occasion avec un tir boulet de canon de Seko, le japonais du Havre. Et enfin la délivrance sur une passe d'Afonso Moreira, c'est Pavel Schulz qui marque de la tête. Un but très difficile, hein, franchement. En interview, il a dit, bon, j'ai quasiment fermé les yeux, j'ai mis la tête, il a trompé le gardien. Donc 1-0 à la 51e. Ensuite, on a une autre case de Morton. Et à la 67e, Dominic Greif qui nous sauve la mise sur une remise très mal inspirée de Clinton Mata. On ne peut pas critiquer Mata, il fait un super match, mais il donne quand même une passe décisive à un mec du Havre. Et là, Greif, il fait un arrêt de fou. Ensuite, on aura encore quelques petites occasions, mais pas exceptionnelles. À la 80e, un autre arrêt de Greif qui a été élu homme du match pour certains, notamment par les supporters lyonnais,
C'est Morera qui a été sur d'autres sites. Bon, écoutez, on pouvait effectivement détacher ces deux joueurs et Pavel Schulz qui a fait encore une très grande prestation. Alors, puisqu'on parle de Morera, on va faire un petit focus statistique sur Afonso Morera. Vous allez voir, c'est quand même très très intéressant. Voilà, c'est notre ami DataOL évidemment qui nous donne cette stat. Afonso Morera a été décisif à 8 reprises sur les 11 derniers matchs toutes compétitions confondues avec l'OL. 4 buts, 4 passes D. C'est bien. Et je suis allé voir dans des stats encore approfondies. Sachez qu'en Ligue 1, Afonso Morera est le joueur le plus décisif par 90 minutes. Parce qu'il a quand même fait beaucoup de matchs remplaçants, Afonso Morera. Il n'est titulaire que depuis la blessure de Fofana. C'est le joueur le plus décisif par 90 minutes, 0,96 devant Aubameyang, 0,95. À lui, pour le coup, il maximise les minutes qui lui sont données, donc bravo à Afonso Morera. Et bravo à la cellule de recrutement et à Paulo Fonseca qui sont allés le dénicher en 3e division portugaise. Franchement, quelle réussite. Je dirais même que si on prend cette première partie de saison, il est bien meilleur que Fofana. Et oui. Donc tout le monde se lamentait du départ potentiel de Fofana, on a son remplaçant, et je dirais un remplaçant qui est même plus efficace. Donc bon, alors ça va être bien quand on va voir les deux. D'ailleurs, ça va être une vraie question à poser. Comment utiliser au mieux les deux joueurs? Est-ce qu'il faut en mettre un à droite, un à gauche? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que Morera soit titulaire, Fofana remplaçant, ou l'inverse? Je ne sais pas. D'ailleurs, donnez-moi dans les commentaires votre sentiment sur le sujet. Ce qui est intéressant avec les deux, c'est qu'ils ont les deux pieds. Donc ils peuvent évoluer aussi bien à droite qu'à gauche. Donc pourquoi pas les aligner tous les deux. Moi, ce serait plutôt ma préférence. Alors, évidemment, ça revient aussi à faire une victime. Bon, puisqu'on aura un vrai numéro 9, je me dis, on pourrait jouer en 4-2-3-1 en mettant Pavel Schulz en numéro 10. Il crée plein de choses, Pavel Schulz. Et redescendre Tolisso avec sa qualité de relance, qui permet aussi de peut-être revoir notre politique sur le milieu défensif. Bon, je pense que ce sont des questions que se pose évidemment la cellule de recrutement, pas parce que, tout simplement, il va falloir aussi recruter les joueurs par rapport à ce qu'on envisage sur la deuxième partie de saison. Alors, puisqu'on est sur les stats, puisque le titre de la vidéo c'est Retour aux bases, l'OL vient d'enchaîner un nouveau clean sheet, donc 9 clean sheets cette saison en Ligue 1. Meilleure équipe d'Europe dans le domaine. 9 clean sheets donc sur 16 matchs. Je rappelle que Paulo Fonseca, quand on lui a demandé quelle était la priorité cette saison, il disait, c'était d'améliorer la défense. DataWell nous précise quand même que c'est dans les 5 grands championnats européens, pas en Europe. Mais bon, c'est quand même ceux-là qui comptent. Donc écoutez, je trouve ça plutôt positif. Alors, au niveau des stats globales de ce match, on a 57% de possession pour l'OL, 2,56 XG, 1,31. Alors dans les 1,31, il y a les 0,75 du penalty, ce qui veut dire que hors penalty, il y a 0,55, un truc comme ça. 5 grosses occasions pour l'OL, quand même 3 pour le Havre. 18 tirs pour l'OL. Alors j'ai vu dans certains commentaires que les gens se sont ennuyés dans ce match. Alors c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu longuets, mais il y a quand même eu des séquences, je trouve, intéressantes. Il y a eu beaucoup d'occasions, je les ai décrites tout à l'heure. Moi, je ne peux pas m'extraire de l'idée qu'on jouait dimanche, jeudi, dimanche, avec un effectif effectivement resserré, que notre défaite à Lorient nous a un peu obligés à mettre la grosse équipe contre les Go Ahead Eagles. Donc on tire sur la corde de pas mal de joueurs, donc c'est pour ça que vraiment j'espère qu'il y aura 3 recrues cet hiver, pour faire des rotations, pour avoir davantage de solutions, pour faire reposer nos joueurs majeurs comme Mata, comme Niakate et Tolisso, puisque sur les autres postes on a des possibilités de rotation, donc
Moi, il me semble que, voilà, eu égard aux circonstances, on va me dire, ah, t'arrêtes pas, t'es imbécile heureux, t'es toujours content. Non, je suis pas toujours content. Mais bon, je me dis, après 16 matchs joués, j'ai dû dire 15 un petit peu plus tôt, après 16 matchs joués, eh ben, on est cinquième du championnat. Alors certes, avec un trou là, avec Lille, qui s'est imposé dans un match fou à Auxerre, 4-3. Euh, écoutez les amis, quand on se retrouve relégué au mois de juin, que le club va disparaître, qu'on sait qu'on va faire un mercato extrêmement compliqué, qu'on perd tous nos éléments offensifs dans le mercato et qu'en plus on perd Fofana sur blessure. Bon bah si vous me dites, est-ce que tu signes pour être cinquième à la trêve hivernale, moi je signe tout de suite. Alors oui, les événements font que on commence par 5 victoires en 5 matchs, qu'ensuite on piétine un peu et qu'on perd des points ici et là. Ouais, alors on perd des points ici et là, et on a gagné des points ici et là. Bon, ça s'équilibre sur l'ensemble d'une saison, évidemment. Donc je trouve que cinquième, c'est mieux que l'année dernière. Fini sixième. Alors oui, on est égalité avec Rennes, etc. Mais bon, il y a un petit trou quand même avec Strasbourg et Toulouse. Et c'est vrai qu'on va se déplacer à Monaco. Avec quelle équipe, difficile à dire, mais voilà, prendre des points à Monaco, ce serait quand même un exploit. Par contre, après, quand on aura nos recrues, quand on aura le retour des blessés, je pense quand même qu'on n'a pas une équipe dégueulasse, les amis. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, on aura des internationaux quasiment à tous les postes. Donc c'est quand même pas rien. Je pense aussi que la méthode Fonseca sera de plus en plus assimilée par tous les joueurs. Alors, bon, les recrues, ça prendra un peu de temps aussi. Mais bon, je me dis quand même, quand on va aligner Hendrick en pointe, Fofana à gauche, Moreira à droite, plus Tolisso, Morton et peut-être un troisième de qualité au milieu de terrain, plus la défense qu'on a, donc 9 clean sheets en 16 matchs, et Greif, qui est un gardien très intéressant, et éventuellement des camps en rotation, je me dis qu'on a quand même, de loin, un des meilleurs 11 de Ligue 1. Vraiment. Alors, évidemment, le PSG est hors catégorie. Mais bon, avec l'équipe que je viens de décrire là, je vois pas beaucoup d'équipes qui sont supérieures. Donc faire une deuxième grosse partie de saison pour aller chercher le podium, même si je remarque que Nicolas Puigbois nous a dit ceux qui pensent qu'on va finir sur le podium, ils connaissent rien au foot. Eh les gars, il reste 18 matchs. 18 matchs. Bon, on va améliorer l'effectif. Ceux de devant, ils vont se jouer aussi, on va les jouer, donc il y a moyen de gagner des points sur ces mecs-là. Donc pour moi, le podium, il n'est pas mort. Alors oui, à l'instant T, vous avez 5 points sur le podium et un goal average déficitaire. Mais avec des conditions terribles. Mercato bas de gamme sur le plan offensif, blessure de votre meilleur élément offensif, Fofana, et malgré tout, vous êtes dans la course. Donc moi, non. Je dis, le podium, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Si on ramène un bon défenseur central, un bon milieu défensif et un numéro 9 de qualité, je suis désolé, plus le retour des blessés, comme je le dis, je vois pas beaucoup d'équipes qui sont bien meilleures que nous. On a des internationaux à tous les postes, c'est un fait. Pas Moreira, pas encore. Mais bon, voilà, je trouve qu'on a vraiment une équipe qui peut potentiellement faire une très grosse deuxième partie de saison. Bon, c'est un peu la tradition du côté de l'OL en plus. Donc voilà, pour moi, c'est pas mort. Le podium, c'est pas mort. On n'est pas en meilleure position, mais rien n'est perdu. Donc voilà, même si d'ailleurs on ne gagne pas à Monaco, il restera encore 17 matchs, et 17 matchs, c'est beaucoup de points à distribuer. Donc n'en déplaise à Monsieur Puigbois, peut-être que je ne connais rien au foot, c'est pour ça que je crois encore au podium, mais je crois tout à fait au podium, surtout avec une équipe qui va refaire du frais et qui va faire un recrutement qui va permettre de faire souffler des joueurs majeurs, chose qu'on n'a pas pu faire dans cette première partie de saison, et évidemment bonifier notre secteur offensif qui est en grande souffrance. D'ailleurs,
L'ami Fonseca, il dit pas autre chose. Ça, c'était quelque chose qu'il avait dit avant le match. Il dit samedi, j'étais dans ma chambre et je pensais à notre attaque de la saison passée, racontait l'entraîneur portugais. Et je me disais qu'on avait perdu presque tous nos joueurs offensifs. Almada, Lacazette, Mikotadze, Cherki. Et après, nous avons perdu l'unique joueur qui est resté ici, Fofana, donc blessé le 26 octobre. Et nous n'avons pas Ernest Nuama. C'est pourquoi c'est vraiment positif de finir l'année comme ça, 5e de Ligue 1. Nous sommes premiers en Ligue Europa avec beaucoup d'absences, sans oublier qu'on a disputé 5 matchs à 10 contre 11, donc 1 sur 3. Et quand vous faites un mix de tout ça, vous dites, bah finalement 5e c'est quand même pas si mal que ça, et en plus on est leader en Europa. Avec 2 derniers matchs tout à fait accessibles. On va regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que les avis sont partagés. Certains sont insatisfaits de notre première partie de saison. Moi pas. Moi pas. Comme je dis, si on me dit tu perds tous tes éléments offensifs et le seul qui te reste il se blesse et tu fais 5e à l'intersaison, je dis oui, bah, où est-ce que je signe? Alors, les notes de l'équipe, Greif 7 évidemment, avec arrêt de penalty et 2 gros arrêts à côté, il n'y a pas photo. Abner 4, alors je dis rien sur Abner parce que dès que je dis un truc sur Abner, je me fais insulter dans les commentaires. Je ne sais pas pourquoi, il a un petit fan club extrêmement... Voilà, alors le 4 c'est l'équipe, hein, c'est pas moi. C'est pas moi, hein, c'est l'équipe. 6 pour Niakate, 6 pour Mata. Mata qui paye, à mon avis, son erreur de relance ou de la tête. Il donne une passe décisive à l'adversaire. À Tebourg 4, bon, je trouve ça un peu dur. 6 Tolisso. Tolisso qui paraissait, mais rôti. Il était lent, il était lourd. Alors lui, je peux vous dire que la trêve hivernale, ça va faire du bien. Morton 4, bon. Oui, d'accord, il donne un péno, mais bon, dans le reste du jeu. Mera 5, j'ai trouvé très bon en début de deuxième mi-temps. Sur le reste du match, bon, c'est un peu neutre, mais c'est moins pire que de Carvalho. Ah, on en est là aujourd'hui. C'est pas mettre les meilleurs, c'est de mettre les moins pires. Au milieu de terrain, en l'absence de Tessman, Mera pour moi c'est meilleur que de Carvalho. Schulz 7, buteur. Morera 8, extrêmement actif et décisif, on l'a vu. Et Satriano 3, bon, bah, qui nous désespère, qui fera peut-être encore le match de Monaco, mais bon, je pense qu'après, il va retourner à sa vraie place, c'est-à-dire le banc. Il est trop limité. C'est un gentil garçon, c'est un fighter sur le terrain, il donne tout, il ne triche pas, mais il est limité. Dans le classement que je vous ai donné tout à l'heure sur les joueurs les plus décisifs par 90 minutes, donc Afonso Morera est premier, devant Aubameyang. Satriano, il est 62e. Et derrière Niakate. Je vous jure. Hein. Et derrière Niakate. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux avoir la moindre ambition, tu ne peux pas débuter avec Satriano en 9. Ce n'est pas possible. Bref. On va terminer par quelques petites déclarations, les amis, des acteurs du jeu. Alors, des déclarations compilées par nos amis d'Olympique et Lyonnais, notamment Moussa Niakate, qui est un des leaders très marquants de l'équipe. On était très bien défensivement. On n'a concédé qu'une chose, c'est le penalty. Et on a remarqué dans ce match que si on ne leur donnait pas, ils n'allaient pas prendre. Et après, Dominique a fait l'arrêt qu'il faut. On fait une très bonne première mi-temps. On met de l'intensité, il manque le dernier geste à regretter, le défenseur sénégalais. Je pense qu'on doit être dans les bonnes zones au bon moment, ce qui nous a manqué aussi un peu d'efficacité. Oui, l'efficacité. Bref. Bon, écoutez les amis, oui, c'était pas le match de l'année, on va pas se mentir, mais bon, à domicile, il fallait gagner, ça a été fait. Nouvelle clean sheet, donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Bon, alors c'est pas encore tout à fait la trêve internationale, puisqu'il reste évidemment le match de Coupe de France dimanche prochain. Bon, je pense qu'il y aura énormément de rotation. Je pense aussi que ce sera
peut-être l'opportunité pour les jeunes de se montrer, de se faire remarquer, puisque hier ils ont été assez peu utilisés, puisqu'à nouveau Mera a débuté et a été remplacé par De Carvalho, qui a eu une occasion d'ailleurs de Carvalho, raté. Donc, bon, bah voilà, il faudra prendre sa chance, notamment en Coupe de France face aux petites équipes. Bref, je vous prépare, les amis, évidemment, une très très grosse vidéo sur les comptes de l'OL. Vous allez voir qu'il y a des trucs de dingue. Il y a vraiment des trucs de dingue, évidemment, vous n'en aurez entendu parler nulle part ailleurs. Tout le monde se focalise sur le déficit, tout le monde se focalise sur la dette. Mais c'est un petit peu plus fin que ça, notamment sur la dette. Bref, donc je vous prépare ça pour cette semaine, je pense mercredi. J'ai épluché les 233 pages du document. J'ai dû faire des choix, évidemment. Vous imaginez bien que sur 233 pages, je ne peux pas tout dire, mais j'ai pris les choses qui n'étaient pas redondantes avec ma vidéo précédente sur les comptes, sur le communiqué de presse. Donc je pense que ça va vous intéresser, notamment pour l'avenir du club. Voilà, merci de m'avoir suivi, les amis. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.